Si vous voulez bien, on va conjurer l'imprévu et de manière tout à fait prévisible commencer à l'heure. On pourrait broder toute l'après-midi comme ça sur le prévu et l'imprévu. En tout cas, ce qui est prévu, c'est que nous allons commencer les séances de cet après-midi et que nous allons passer toute l'après-midi ensemble, ce dont je me réjouis et je remercie Muriel Fliss et René Friedman de m'avoir proposé pour la 3e fois de vous rejoindre le temps d'une longue après-midi. Une longue après-midi où après une matinée studieuse et sérieuse, à n'en pas douter, nous allons être, en tout cas sérieux, studieux je ne sais pas, sérieux pas forcément. En tout cas, nous allons nous évader du côté des territoires de la fiction, pour une grande part, de la fiction, de l'imaginaire, se demander ce que ces mondes de la création ont à voir avec ce qui est prévu, ce qui est imprévu. Peut-être d'ailleurs dans ces mondes-là, comme dans d'autres, tout y est imprévu. En tout cas, ça fait partie des questions que nous allons pouvoir aborder, des récits que nous allons entendre, parce qu'il ne s'agit pas uniquement de produire de l'analyse sur ces sujets, mais aussi d'entendre des récits, d'entendre des histoires illustrant les analyses que vous avez déjà entendues sur le sujet de cette année. Muriel, voudriez-vous compléter ce que je viens de dire ? Oui, je veux absolument compléter, mais je veux surtout que vous applaudissiez très fort Sandrine Trainer, qui a été nommée tout à fait récemment directrice de France Culture. Merci. Alors cette première rencontre, elle réunit ensemble une peintre, un cinéaste et un écrivain et éditeur. Nous allons tout de suite vous les présenter. Je suis relativement intimidée de présenter Monique Friedman parce que c'est une femme peintre et il en est peu, et de femmes peintres et de peintres tout court aujourd'hui, d'une personne qui n'a jamais quitté les territoires de la peinture et qui produit une peinture que j'aime énormément, comme elle le sait, depuis une première rencontre il y a des années de cela. C'était une magnifique exposition au Passage de Ray. C'est juste. Hein, Monique ? Comment présente-t-on une peintre ? Peut-être dire que Monique Friedman travaille des formes, pas uniquement, mais des formes souvent grandes, larges, monumentales, architecturales à bien des égards, qu'on en a vu un exemple il y a quoi, 2 ans, 2 ans au musée du Louvre. Hein, Monique, vous nous rappelez ce que c'était ? Oui, alors au musée du Louvre, j'ai eu l'opportunité de montrer un polyptyque comme un rétable dans la cour carrée, dans le salon, carré du Louvre. C'est un rétable qui a été conçu pour le salon carré, qui est le salon des primitifs italiens, en lien avec un polyptyque de Sacetta qui a été démembré, éparpillé, et qui était un très grand peintre du Quattrocento siennois. Donc c'est un grand polyptyque, j'en montrerai des visuels tout à l'heure. Très bien. Donc la peinture, et pas uniquement, un travail graphique et pictural, énormément de couleurs, très souvent, et puis énormément de matériaux, et on pourra se demander comment on passe précisément d'une couleur à l'autre, d'un matériau à l'autre, et quel est le fruit du hasard dans ces rencontres. On l'invite à aller parler. Et voilà. Eh bien, j'y vais. On vous écoute. Alors, mes lunettes, qu'est-ce que j'en ai fait ? J'ai dû... Hein ? De quoi ? Elles sont tombées, mes lunettes de vue, c'est pas grave. Ça fait partie de l'imprévu. Bonjour. Alors, voilà. Vous voyez déjà l'atelier du peintre dont je vais vous parler.
Et je vais surtout parler de la place du hasard et de l'imprévu dans l'élaboration du tableau. Donc, là, c'est donc mon atelier qui se trouve entre Rambouillet et Chartres, où je passe la plupart de mon temps. Mon intervention sera celle d'un peintre. Elle sera menée à partir de ma réflexion sur mon expérience de peintre dans la pratique de l'atelier et l'élaboration de mon œuvre. Je parlerai du hasard et de l'aléatoire dans la construction de mon œuvre peinte et diverses problématiques vers lesquelles cette pratique me conduit. Je partirai donc de l'expérience du travail dans mon atelier. Je décrirai les méthodes de travail qui sont les miennes et les divers stratagèmes mis en place pour tenter d'organiser, de systématiser la place du hasard dans l'élaboration du tableau. Je ne m'appuierai pour cette démonstration, si c'en est une, que sur quelques séries et particulièrement des séries de tableaux. C'est-à-dire que je ne parlerai pas par exemple du métro de Toulouse, une station de métro de Toulouse. Je ne parlerai pas de mon travail sur la tarlatane, qui est un matériau comme une gaze extrêmement légère. Je ne parlerai pas de certaines interventions. Je m'appuie là véritablement sur la pratique de la peinture dans l'atelier. Bien. Le travail dans l'atelier, voilà. À un certain moment, je travaillais sur de petites choses dans l'atelier en tâtonnant sans savoir précisément où j'allais. Je ne sais pas par quel hasard, je me suis trouvée à travailler avec des bouts de ficelle qui traînaient au sol dans l'atelier. J'ai commencé à les imprégner de pigments pour les appliquer sur un papier avec la main ou l'aide d'une presse, et sont apparues tout à coup des sortes de courbes qui m'ont intéressée dans la mesure où cela n'était plus mon geste qui faisait la ligne, mais quelque chose d'extérieur à moi-même. Ce à quoi je n'avais jamais eu encore recours. C'est-à-dire ces ficelles, ces bouts de n'importe quoi qui se trouvaient sur le sol me permettaient d'avoir donc une ligne inattendue qui m'a intéressée. J'ai alors décidé simplement, pour éduquer différemment ma main, de poursuivre cette expérience de la ligne extérieure au tableau et surtout extérieure à ma propre pulsion, dont je me méfiais, de l'approfondir et de l'organiser. Me procurant des cordes de toutes sortes, je les installais de façon complètement aléatoire sur le sol de mon atelier et posant la toile bien humidifiée dessus, j'en faisais le relevé à l'aveugle, puisque je ne voyais pas ce qu'il y avait sous la toile, comme une empreinte. Je faisais le relevé à l'aveugle à l'aide de fusains ou de blocs de pastel, qui est un de mes matériaux préférés. En fait, les blocs de pastel aussi grands ne me sont donnés qu'à la sortie de l'usine. Ce sont des blocs qui existent avant qu'ils soient découpés en petits pastels du 19e et qui me correspondent bien parce que j'ai en main un bloc de couleur qui a une très grande puissance colorée et avec lequel je vais faire l'alchimie du tableau. Mais le bloc de pastel en lui-même pourrait exister et faire œuvre sans que je transforme cela en tableau. C'est un peu ce qui est compliqué. Donc, les lignes qui se dessinaient à ce moment-là me préoccupaient peu. Je n'y voyais pas des formes, mais peu à peu, j'ai pris le temps d'expérimenter toutes les subtilités que je pouvais dégager de ce processus, selon la façon dont j'écrasais le fusain, dont à certains endroits, je faisais le relevé sur la toile et que je travaillais ensuite avec les brosses sur ce qui advenait de ces lignes, de ces dessins fugitifs sur la toile. Donc, j'ai systématiquement reconduit ce travail, conservant la part du hasard et reproduisant pas à pas chaque étape. Donc toute la question, c'était comment laisser vivre le hasard
mais comment faire en sorte que le hasard arrive. C'est là où toute la, comment dirais-je, la subtilité du travail du peintre à l'atelier fabrique le tableau. Donc là, je vous montre un tableau qui s'appelle Calcaire, qui a été fait en 2001. Il y a une série de 5 tableaux de calcaire qui sont des tableaux qui font 2,50 m sur 2,50 m. Ils sont donc travaillés avec cette technique de l'empreinte, si on peut dire, de la corde et de la ficelle, avec, sur une toile de lin qui apporte cette couleur un peu brune, avec des pastels blancs. Mais comme on sait, il y a 1000 blancs, bien entendu, comme il y a 1000 noirs. La surprise, donc. J'organise des stratagèmes, comme s'il fallait déjouer quelque chose, comme si une main prenait acte du hasard et une autre en valorisait ce qui est important. À quoi sert ce dispositif de retardement? Pourquoi ces cordes sous la toile? Pourquoi travailler ainsi sans voir ce qui va arriver? Ce dispositif de retardement peut-être permet la surprise. Et comme si retenu, le premier jet d'une créativité trop spontanée permettrait par le détour de ce stratagème la venue d'une création plus subtile, plus secrète. Mais ce qui se passe ne peut se révéler que si le regard de l'artiste en prend acte. Autrement, le hasard, l'imprévu est et reste inaperçu. Je vous montre là un triptyque qui est aussi de la série Calcaire, qui est donc toujours le même type de travail, la même problématique sur une toile de lin qui fait 7,50 m sur 2,50 m et qui va bien illustrer ce que j'essaie d'expliquer. Donc là, nous sommes dans la question de la répétition. La répétition d'un même processus de travail ne crée pas le même. Ceci, malgré la mise en place du même technique, même geste, même palette. Et par ailleurs, bien entendu, un dispositif qui met tout en œuvre pour que le hasard puisse advenir. Et pourtant, avec cette répétition du même, chaque tableau est singulier et différent. C'est ce qui m'interroge, ce qui revient sans cesse et ce qui fait la subtile différence. Je vais vous parler maintenant d'une série qui a été très importante pour moi et qui va un petit peu illustrer la question de la ligne du dessin. Cette série s'appelle Les Dames de Nage. C'est une série de 19 tableaux qui ont été peints de 1995 à 1996. C'est une série qui me tient très à cœur, que j'ai nommée Les Dames de Nage pour 2 raisons. D'abord parce que je suis née à Nage, qui est un petit village dans le Tarn, où j'ai été protégée, puisque je suis née à un moment où il fallait être protégée, et que ce sont les dames de Nage, de ce petit village, qui m'ont protégée. Et d'autre part, la Dame de Nage permet à l'aviron de se tenir sur la barque et donc a un lien avec l'univers aquatique et donc l'univers de l'inconscient. Voilà. Au départ de cette série, Les Dames de Nage, je désirais surtout, d'une part, réintroduire la ligne, une ligne qui me surprenne et qui enrichisse mon travail, ainsi que mon lien à la peinture. Et je tenais d'autre part, ce que je vous ai déjà dit, à m'éloigner de tout aspect gestuel et pulsionnel, car le dessin est la trace de la pulsion du corps du peintre, et je me méfie de mon geste. Or, je voulais un dessin qui ne vienne pas de moi-même, je voulais là simplement le relevé d'une ligne, sans aucune pulsion, justement. J'ai trouvé un stratagème, je vous en ai parlé, je me suis servi de bouts de ficelle qui traînaient à l'atelier, dont j'ai relevé la trace, d'abord sur des papiers, ensuite sur des toiles. Ma tête était complètement libérée de tout souci de faire sens. Et je me suis trouvée en présence de traits, de lignes, de courbes qui revenaient, se déliaient, et que je me suis appliquée à suivre en toute liberté, sans me poser à ce moment-là la question de la représentation d'une figure,
d'un corps ou de toute autre chose. Les tableaux des dames de nage que l'on voit accrochés font 3 mètres sur 2. Je voulais donc composer avec l'aléatoire. C'était un désir d'introduire du hasard et surtout quelque chose de complètement extérieur à moi, en rusant avec mes propres automatismes. Ce qui m'a complètement perturbée et beaucoup questionnée, c'est qu'au fur et à mesure que ce travail de peintre avançait, je me suis rendu compte que ce qui sortait de cette ligne sous ma main, malgré tous mes subterfuges, relevait d'un langage très privé, très secret, et en disait beaucoup plus, faisait retour et pouvait effectivement faire sens et faire figure. D'où cette question qui me passionne et me semble un des points essentiels aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait le lien dans les corps de la peinture, dans le corps, de la peinture elle-même, entre ce qui peut être le sujet de la peinture, le peintre, l'histoire de la peinture et le lien au monde? Quel langage se réinvente donc une fois encore? Alors, je continue. Entre hasard et aléatoire, voilà un tableau qui s'appelle Amarante, qui a été fait en 2004, qui est un carré de 2,50 m sur 2,50 m et qui fait partie d'une série dont vous allez voir certains tableaux qui s'appellent Les Éclats. Entre hasard et aléatoire, bien sûr, le rôle de mon dispositif de travail est paradoxal. Paradoxe en effet, pour que le hasard soit opérant, il faut qu'il soit pris dans les mailles d'un protocole qui pourrait apparaître comme un contrôle. Or, le dispositif du hasard, dans ce cas, était aléatoire, mais que tout soit mis en place pour que le hasard et l'imprévu puissent advenir. Cela peut ou ne peut pas advenir. C'est l'épreuve de l'aléatoire. Par ce procédé de retardement, je crée un espace pictural à partir d'un balisage qui se construit dans un rassemblement à l'aveugle. Alors, le mélange hasard et aléatoire se fait. Il y a une alchimie. Ce que je ne contrôle pas apparaît à mon propre regard. Voilà. D'où, voilà. C'est ça la complexité. Ce que je ne contrôle pas apparaît à mon propre regard. Je commence à voir ce qu'il y a sur la toile. Toujours de la série Les Éclats, un tableau qui s'appelle Or, même format, 2,50 m par 2,50 m. Alors, le jeu du hasard et de la nécessité, c'est très mystérieux. Mais pour le peintre, cela s'impose comme une évidence. L'heureuse surprise de la reconnaissance, en quelque sorte. La forme intérieure qui permet d'apprécier cette évidence nécessite des dizaines d'années de travail pour pouvoir émerger et surgir et être vu par l'artiste. Mais à cet instant, l'artiste se trouve de façon rare peut-être, mais d'autant plus extraordinaire, en contact avec l'universel. Toujours de cette série Les Éclats, il y a 9 tableaux de 2004. Celui-ci s'appelle Bleu, c'est évident. Le travail de la série, l'esprit du matériau. Là, je m'appuie sur un entretien que j'ai eu avec Monique Cantos-Perber pour une exposition à Paris au Passage de Retz en 2010. Monique Cantos-Perber me dit « Tu travailles souvent des séries où ce qui est banal, commun, est repris dans un travail toujours recommencé et accède par une sorte de force des choses à un nouveau statut, à une nouvelle réalité. Quel est alors, me dit-elle, l'objet de la quête? Est-ce de l'expérimentation? Veux-tu parvenir à quelque chose? Je lui réponds. Tu parles de la force des choses. C'est exactement là ce qui m'intéresse. La série permet de prendre conscience du fait qu'en dépit de la répétition, il existe toujours un écart, une différence, une variation, si infime soit-elle.
Ce qui fait la série, c'est l'obstination dans cette épreuve, qui est aussi une preuve revécue à chaque fois dans le tableau de la différence et du retour du même. Mais ce n'est pas une expérimentation, c'est un vécu, une expérience vécue. Par exemple, voilà donc un tableau rouge, il est à Beaubourg. Par exemple, dans la série Les éclats ou les lignées, je mets en place le même protocole, le même format, la même technique, le même dispositif. Je sais que sans même forcément changer la couleur, à chaque fois, le résultat sera différent. L'objet de ma quête, de ma question, est précisément là. C'est la même main, c'est la main du peintre, le même peintre, c'est la même technique, mais le résultat est autre, différent, singulier à chaque fois. Je pense qu'il y a une intelligence de la main du peintre, si on la laisse vivre, car il y a plusieurs façons d'y faire obstacle. Une intelligence très particulière, qui fait que si tu es très éveillé, un affect à chaque fois différent animera subtilement la main. La série, ce n'est pas un tableau qui complète un autre, la série ou qui serait complémentaire. Non, chaque tableau doit être en soi, sinon il n'existe pas, il est raté. La série, c'est presque le plaisir de refaire en sachant que cela va être différent, forcément différent. Je vais donc vous parler encore de la main, puisque pour moi, c'est quand même un des points les plus importants. Et je vous montre là 2 tableaux de la série Les Sombres. Il y a 14 tableaux de cette série, de 98. Et je vais m'appuyer sur un passage du beau texte de Jean-Louis Schaeffer, qu'il avait appelé « Une poétique de la manière », pour mon exposition au Musée des Beaux-Arts de Caen en 1996. Voilà ce qu'il dit. « Que serait donc maintenant cette économie de la main et le subterfuge d'une inscription de mouvements arrêtés de cordes qui la remplacerait? C'est que dans cette invention du langage, le corps est un peu plus présent parce qu'il prend aussi la place du sujet. Ou ici quelque chose que Valéry nommait le corps. Citation de Valéry, « Le peintre de quelque façon apporte toujours son corps. C'est cela, plus ou moins, et dans cette poétique de la manière, le sujet, je ne sais comment, s'est rapproché. Et le sujet, quelques précautions prises, ruse avec ses propres automatismes, craint surtout, de décharge d'énergie, faute de toute médiation d'objets. Le sujet devient exactement celui qui peint. Pourquoi Monique Friedman retient-elle sa main et au bord de quoi? Que s'interdit cette main? Il poursuit, Jean-Louis Schaeffer poursuit en citant Henri Faucillon qui dit « Un conte qui est sans doute vérité dans la vie d'un tel homme nous apprend Kokusai à chercher à peindre sans les mains. On dit qu'un jour, devant le shogun, ayant déployé sur le sol son rouleau de papier, il y répandit un pot de couleur bleue. Puis, trempant les pattes d'un coq dans un pot de couleur rouge, il le fit courir sur sa peinture, où l'oiseau laissait ses empreintes. Et tous reconnurent les flots de la rivière Tatsuta, charriant des feuilles d'érable rougies par l'automne. Quelle main pourrait traduire ce qu'il y a de régulier et d'irrégulier, d'hasardeux et de logique, dans cette suite de choses presque sans poids, non sans forme, sur une rivière de montagne? La main de Kusai, précisément, et ce sont les souvenirs des longues expériences de ses mains sur les diverses modes de suggérer la vie qui ont amené le magicien à tenter encore celle-ci. Elles y sont présentes, sans se montrer, et, ne touchant rien, elles guident tout. Voilà un triptyque noir de 3 tableaux qui sont différents, on les voit mal, la reproduction n'est pas excellente, et qui composent ce triptyque de 7,50 m
sur 2,50 m. Comment, par un procédé qui permet de détourner la stéréotypie d'un geste guidant la main à l'aveugle, revient, malgré cela, l'expression la plus exacte de la main du peintre. Lacan dit « Le réel est ici ce qui revient toujours à la même place, à cette place où le sujet, en tant qu'il cogite, ne le rencontre pas. Tout ce dispositif que je mets en place vise à laisser passer par la brèche qui est ouverte une faille non contrôlée où ce réel va s'inscrire. Pour l'artiste, il reste à comprendre ce que le hasard libère et à quoi son identité revient encore avec plus d'exactitude dans l'espace pictural. La question se pose donc, y a-t-il un hasard ? Freud dit « Parlez du hasard, messieurs, si cela vous chante. Moi, dans mon expérience, je ne constate aucun arbitraire. Ça se recoupe de telle façon que ça échappe au hasard. Il n'y a pas de hasard, et ce que je traque à travers toutes ces expériences de peintre, c'est le sujet peintre. C'est moi-même en ce qui échappe à moi-même. » Pour conclure, je m'autorise ce plaisir de citer cet extrait du texte d'Edmond Jabès, écrit en 1981 pour la préface d'une de mes premières expositions. Voilà ce qu'il dit. « Je me suis souvent demandé à quels critères profonds obéissait un artiste dans le choix du matériau qui lui permettra de s'exprimer. Le choisit-il ou est-il choisi par lui ? L'écrivain n'a pas à se poser cette question. On a vite fait, à mon sens, de conclure que ce choix est conditionné à l'avance. Car la question n'est pas de savoir qu'est-ce qui a précédé ce choix, qu'est-ce qui a conduit l'artiste à faire ce choix au détriment de tous ceux qui simultanément s'offraient à lui. Choix qui modifiera, renouvellera de fond en comble son travail sans qu'il puisse en prévoir encore les conséquences ni en mesurer les risques. Mais y a-t-il vraiment un choix de sa part ou simplement rencontre attendue, espérée avec un matériau de circonstance sur lequel il se serait penché, mu par on ne sait quel désir pervers, secret, de s'attaquer à la fois au rien et au tout dont est constituée sa matérialité soumise. En dernière analyse, la question reste celle-ci. S'exprime-t-on ou, conscient de cette impossibilité, accepte-t-on de prendre à son compte ce que l'œuvre seule exprime ? Aux limites de l'artiste, le matériau ajoute les siennes, qui ne sont pas forcément les mêmes. On crée contre. L'œuvre à travers ce qu'elle est, c'est-à-dire à travers ce qu'elle réussit à être et qu'elle nous donne à contempler, à toucher, à penser, à vivre, témoigne de double affrontement. Avoir raison des limites, n'est-ce pas une ambition de tout artiste, de tout créateur ? Pour conclure, je tiens à vous montrer mon polyptyque Sacetta, exposé et conçu pour le Salon Carré du Louvre, qui était montré en 2013-2014. Comme je vous disais tout à l'heure, il s'agit d'une œuvre monumentale, construite sur deux faces comme un rétable, en lien d'inspiration du fameux rétable du Quattrocento du peintre siennois Sacetta. Je vous remercie.